Bonjour chers étudiants, voilà nous allons continuer sur le cours de cinématique et cette fois-ci on passe au paragraphe 4, changement de référentiel. Nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons travaillé dans un seul référentiel, c'est le référentiel donc cartésien R, O, X, Y, Z, celui-là. Mais on peut avoir une deuxième référence, R1, qui est en mouvement par rapport à R. Imaginons que je veux étudier un mouvement d'un satellite sur la Lune, mais l'observateur étant sur la Terre. Alors, comment faire pour obtenir le mouvement de l'astronaute sur la Lune alors qu'on sommes sur la Terre? Eh bien, on va composer le mouvement. Il y aura un repère ou un référentiel lié à la Lune et un autre qui est lié à la Terre. Comme la Lune est un mouvement de rotation autour de la Terre, c'est-à-dire le référentiel R1 lié à la Lune, il va être au mouvement de rotation autour de R qui est fixe sur la Terre. Donc, pour obtenir le mouvement de satellite ou bien d'astronaute sur la Lune, il faut étudier le mouvement d'astronaute sur la Lune, étudier le mouvement de la Lune par rapport à la Terre et combiner les deux. Et c'est pour cela qu'on dit donc qu'il faut donc ajouter les deux mouvements, le mouvement relatif qui est lié astronaute par rapport à la Lune et le mouvement d'entraînement de la Lune par rapport à la Terre pour obtenir le mouvement absolu de l'astronaute par rapport à la Terre. Voilà donc, j'ai parlé de mouvement relatif, j'ai parlé de mouvement absolu et de mouvement d'entraînement. Nous avons donc, on commence par, voilà, jusqu'à présent, le mouvement du point matériel M n'a été étudié que par rapport à un référentiel fixe R. Bien qu'on a exprimé OM dans différents systèmes, cartésiens, cylindriques, sphériques, polaires, mais on a toujours dérivé par rapport à R. Là, je peux dériver par rapport à R1, qui est relatif, et je peux dériver par rapport à R, qui est un mouvement absolu. Nous allons donc, dans ce cas, dans ce paragraphe, nous allons étudier le mouvement du point matériel par rapport à un référence quelconque, R1, O1, X1, Y1, Z1, lui-même au mouvement par rapport au référentiel fixe R. Alors là, on va passer certaines définitions importantes pour appliquer le changement de référentiel. On appelle mouvement relatif le mouvement du point matériel M par rapport au référentiel mobile R1. Donc le référentiel R1 d'origine O1, X1, Y1 et Z1, ce sont les axes de référentiel, et les relatifs. Et les c'est pas absolu, relatif. On appelle mouvement absolu celui du point matériel M par rapport au référentiel fixe R cartésien, R, O, X, Y. En effet, c'est comme si vous avez le référentiel, il est là, l'axe OZ, il est là, l'axe OX dans ce sens-là, et l'axe OY ici. Et moi, je suis en train de se déplacer par rapport à ce repère. Et le repère qui est lié à moi, il vient être au mouvement par rapport à R. Et ce référentiel s'appelle référentiel relatif. Donc on a référentiel relatif, R1, référentiel absolu, R, mais qu'est-ce qui lie R1 à R? C'est tout simplement le mouvement d'entraînement. Et on appelle mouvement d'entraînement le mouvement de référentiel relatif R1 d'origine O1, X1, Y1, Z1 par rapport au référentiel absolu R. Ce mouvement de R1 par rapport à R, ça s'appelle tout simplement le mouvement d'entraînement de R1 par rapport à R. Et donc, on appelle
on appelle donc point coïncident. Le point coïncident, c'est un point P attaché au référentiel mobile relatif R1 qui, à l'instant T où l'on mesure la vitesse VR de M, coïncide avec le point M. Pourquoi? On suppose que vous avez R1, elle est là. R, elle est là. Le point M ici, il est en mouvement par rapport à R1 et par rapport à R. J'ai un point ici. Ce point qui est fixe dans R1, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque R1 se dévole, donc bouge, le moment où je veux calculer la vitesse, ce point, il va être superposé au point M. Et j'aurai M égale à P à ce moment-là. En dehors de la dérivée, M est différente de P. P, c'est un point coïncident imaginaire. Il n'existe pas. Il n'y a que le point matériel M qui existe. Alors, c'est pour cela qu'on dit, on appelle point coïncident un point P attaché au référentiel mobile R1 qui, à un instant T où l'on mesure la vitesse VR de M, coïncide avec M. Pourquoi? Parce que pour éviter de calculer deux fois la vitesse relative. Parce que c'est au moment où je veux calculer dérivée OM1 par rapport à R1, eh bien, ça c'est la vitesse relative. Mais si je mets O1P par rapport à R1, c'est égal à 0 pour éviter. Vecteur instantané de rotation. Bien sûr que ce vecteur instantané de rotation n'existe que lorsque le référentiel R1 est en mouvement de rotation par rapport à R. C'est comme le cas de la Lune par rapport à la Terre. Et donc, j'aurai donc le mouvement relatif, le mouvement de référentiel relatif R1 par rapport au référentiel absolu R. On a défini qu'est-ce que c'est qu'un référentiel absolu. On a aussi défini qu'est-ce que c'est qu'un référentiel donc relatif. Qu'est-ce que c'est un mouvement relatif et un mouvement absolu. Alors, le mouvement de référentiel relatif R1 par rapport au référentiel absolu R peut toujours se composer d'un mouvement de translation ou de rotation, ou bien les deux. Soit un mouvement de translation, R1 en translation par rapport à R, ou un mouvement de rotation par rapport à R, ou un mouvement de translation et rotation. En même temps, il tourne et en même temps se déplace. Donc, c'est le cas le plus général. Donc, mais ce mouvement, il est défini de rotation, défini par le vecteur instantané de rotation, oméga de R1 par rapport. On a la vitesse linéaire, c'est VR de M, et on a la vitesse instantanée de rotation de référentiel relatif R1 par rapport au référentiel absolu. Voilà un paramètre, un autre vecteur qu'on va définir. On montre facilement que ce vecteur est lié aux dérivés par rapport au temps des vecteurs unitaires. EX1, EY1, EZ1, lorsque je dérive ces vecteurs, on obtient tout simplement les composantes de vecteurs rotation. Et alors, on a donc, là, autant le vecteur unitaire EX1, EY1, EZ1, dans le référentiel R, c'est-à-dire d de EX1 sur dt dans R, d de x2, dy1 sur dt dans R, et d de ez1 sur dt dans R. Ces dérivés-là, elles sont nulles si on dérive par rapport à R1, puisque EX1, EY1, EZ1, ils sont fixes sur R1. Mais, par rapport à R, ils bougent, ils tournent aussi. Donc, ils varient. Et on peut donc trouver cette relation-là. La dérivée du vecteur unitaire EX1 par rapport au temps dans R est égale à oméga de R1 par rapport à R vectoriel EX1. Donc, vous voyez donc là la relation. Chaque fois qu'on dérive, c'est qu'on fait oméga. La dérivée de EY1 par rapport au temps dans R est égale toujours à oméga de R1 par rapport à R vectoriel EY1. Et la dernière composante, c'est tout simplement la dérivée de EZ1 sur dt par rapport à R est égale à oméga de R1 par rapport à R vectoriel EZ1. Donc, avec oméga,
est un vecteur que je peux exprimer dans R1, c'est oméga 1 EX1 plus oméga 2 EY1 plus oméga 3 EZ1. Oméga 1, 2 et 3 sont les composantes de vecteurs rotation instantanée dans R1, parce qu'ils sont en fonction du vecteur unitaire de R1. Propriété des vecteurs instantanés de rotation. Quels que soient les référentiels R, R1 et R2, c'est-à-dire on considère trois référentiels, le référentiel fixe et deux référentiels au mouvement par rapport au référentiel absolu qui est fixe. On montre que le vecteur rotation instantanée le vecteur instantané de rotation de R2 par rapport à R, pas de R1, de R2, est égal au vecteur instantané de rotation de R2 par rapport à R1, plus le vecteur instantané de rotation de R1 par rapport à R. Là, on compose tout simplement le vecteur instantané R par rapport à R1, R2 par rapport à R1, c'est R2 par rapport à R est égal à R2 par rapport à R1 plus R1 par rapport à R. La même chose, le vecteur instantané de rotation, il est antisymétrique. C'est pas donc. C'est-à-dire que oméga de R2 par rapport à R est égal moins oméga de R par rapport à R. Si je change R avec R2 ou bien R2 avec R, attention, ils ne sont pas les mêmes. Il y a toujours un signe moins. Alors, application. La rotation instantanée de la rotation instantanée de référentiel cylindrique RC associée aux coordonnées cylindriques ρ, φ et z d'un point matériel M par rapport au référentiel fixe R vaut oméga de RC par rapport à R est égal à quoi? Phi point EZ. Vous voyez donc, c'est l'angle coordonnées cylindriques, on a vu donc l'axe OZ est là, l'axe EY, l'axe EX, et phi c'est là. Si je fais une rotation autour de l'axe Z, qu'est-ce que je fais? Eh bien, cette rotation est égale à la dérivée de l'angle phi qui multiplie EZ, qui est simplement le vecteur unitaire porté par l'axe de rotation. Et donc, j'aurai donc phi point EZ. Deuxième exemple, celle de référentiel sphérique RS associé aux coordonnées sphériques R, θ et phi d'un point matériel M par rapport au référentiel R vaut oméga de RS par rapport à R est égal phi point cos θ ER moins phi point sinus θ au θ plus θ point EZ. Donc, donc, il faut faire très attention. Il faut donc exprimer le vecteur rotation que vous avez. Dans le cas le plus compliqué, qui est le coordonnée sphérique, vous voyez, il est fonction de ER, Eθ et Eφ. C'est dans l'espace. Dérivé dans un référentiel, dans le référentiel R, d'un vecteur W exprimé dans R1. On suppose maintenant qu'on a un vecteur W qu'on a exprimé dans R1, c'est-à-dire en fonction de EX1, EY1 et EZ1, et qu'on veut dériver par rapport à R. Alors, c'est ça, j'ai donc, considérant un vecteur W est égal à X1, EX1 plus Y1, EZ1, EY1 plus Z1, EZ1, exprimé dans le référentiel R1, puisqu'il est fonction des données de R1, mobile par rapport au référentiel fixe R, c'est oméga de R1 par rapport à R et le vecteur instantané de rotation de R1 par rapport à R, alors la dérivée de W par rapport à R vaut d de W sur dt par rapport à R est égal la dérivée de W par rapport au temps par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel W. Cette expression et cette donc équation, elle est très importante, et c'est elle qui va nous simplifier le calcul de l'accélération d'entraînement et de la vitesse d'entraînement qu'on va voir plus tard. Alors,
loi de composition de vitesse. Donc là, on va donc commencer la loi de composition en commençant par la vitesse. Et on a les deux référentiels. O, X, Y, Z qui est R, et O1, X1, Y1, Z1 qui est R1. Et on voit que le point M, il est en mouvement par rapport aux deux référentiels. Par rapport à R et par rapport à R1. Et on va dire tout simplement que ces deux référentiels R et R1 sont définis tels que le référentiel R d'origine O et des variables X, Y, Z est fixe. Donc, il est absolu. Sa base EX, EY, EZ est orthonormée directe. Le référentiel maintenant, R1, O1, X1, Y1, Z1 est relatif. Pourquoi? Parce qu'il est mobile par rapport à R. Sa base EX1, EY1, EZ1 est aussi orthonormée directe. Le point matériel M est en mouvement dans les deux référentiels. Donc, mouvement par rapport à R1 et par rapport à R. Vitesse absolue de point M. C'est la vitesse de point M par rapport au référentiel absolu R. Par définition, la vitesse absolue du point M, c'est la vitesse de M par rapport au référentiel fixe absolu R, O, X, Y, Z. Son expression est donnée par tout simplement V absolu est égal à la vitesse de point M par rapport à R est égal D de OM sur DT par rapport à R. Ça, on l'a défini dans les premiers paragraphes. Maintenant, ce vecteur OM, on va le décomposer en OM est égal à OO1 plus O1M. Donc, ça sera donc OM, une autre expression, c'est OO1 qui est la distance entre le centre de deux référentiels, entre l'origine de deux référentiels, plus X1, EX1, Y1, EY1 et Z1, EZ1. Donc, la vitesse absolue sera donc la dérivée de OM, donc c'est la dérivée de OO1 par rapport au temps dans R, plus la dérivée de le O1M qui est X1.EX1, Y1.EY1 plus Z1.EZ1. C'est bien, mais EX1, EY1, EZ1 ne sont pas constants dans R. Ils sont constants dans R1, mais comme on dérive par rapport à R, alors on a vu la relation que la dérivée de EX1 par rapport au temps dans R est égal à oméga de R1 par rapport à R vectoriel EX1, ce qu'on a défini. La même chose pour D de EY1 sur DT par rapport à R et D de EZ1 sur DT par rapport à R. Comme EX1, EY1 et EZ1 sont définis dans R1, mais on dérive dans R, on va donc appliquer la formule qu'on a, la dérivée d'un vecteur défini par rapport à 1 par rapport à R. Donc, ça sera la dérivée de EX1, EY1 et EZ1 par rapport à R1 qui sont nuls. Pourquoi? Parce que EX1 et EY1 et EZ1 sont fixes dans R1. Plus oméga vectoriel EX1 plus oméga vectoriel EY1 plus oméga vectoriel EZ1. Et voilà donc ça. Et on a la vitesse, ça fait donc O1M vectoriel, tout simplement, oméga. Vitesse relative de point M de point matériel M. C'est la vitesse de point matériel M par rapport au référentiel mobile relatif. R1, OX1, Y1, Z1. Son expression, elle est donnée par la vitesse, voilà, V, indice R, ça veut dire relatif, de M, est égal VR1 de M, les deux notations sont identiques, est égal D de O1M sur DT dans R1. C'est la dérivée de vecteur O1M dans R1.
Et O1M, c'est quoi? C'est X1, EX1 plus Y1, EY1 plus Z1, EZ1. Donc, ce sera X1 point EX1 plus Y1 point EY1 plus Z1 point EZ1. Il reste X1, D2EX1 sur DT dans R1, Y1 multiplié par D2E, Y1 sur DT qui sont nuls. Pourquoi? Parce que EX1, EY1, EZ1 sont fixes dans R1. Leur dérivée est égale à 0. Et donc, la vitesse absolue relative, elle est là. C'est très simple. Et deuxième partie. Vitesse d'entraînement. Et c'est là où il y a un petit peu de travail à faire. Vitesse donc d'entraînement de référentiel R1 par rapport à référentiel R, on appelle vitesse d'entraînement la vitesse dans le référentiel R des points coïncidents P. Son expression est VE de R1 par rapport à R est égal D de OP sur DT par rapport à R est égal D sur DT de OO1 par rapport à R plus D de O1P sur DT par rapport à R. Alors, D de O1 sur DT par rapport à R, c'est la vitesse absolue de O1. C'est VR de O1. Plus X1, D de X1 sur DT plus Y1, D de Y1 sur DT plus Z1, D de Z1 sur DT est égal à quoi? Est égal tout simplement à VR de O1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Voilà donc la vitesse d'entraînement et on passe à la loi de composition des vitesses qui est d'après les relations 2,35 et 2,36 et 2,37, nous en déduisant que la vitesse absolue du point M est égale à la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement de R1 par rapport à R. Voilà donc comment on calcule la loi de composition des vitesses. On passe maintenant, bien sûr, à la loi de composition. La vitesse absolue est égale à la somme des vitesses relatives et d'entraînement. C'est la loi de composition des vitesses. La loi de composition des accélérations. Voyons maintenant, est-ce que la loi de composition des accélérations, ce sera comme celle de vitesse. C'est-à-dire l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement. Ce qui n'est pas le cas, en effet, et qu'on va le voir. L'accélération, donc, relative de point M, gamma petite r de M, c'est l'accélération de point matériel M par rapport au référentiel mobile R1, O1, X1, Y1, Z1. Son expression est gamma R1 de M est égal à gamma R de M est égal D de VR sur DT dans R1 est égal D2 sur DT2 de O1M dans R1 est égal X1 seconde EX1 plus Y1 seconde EY1 plus Z1 seconde EZ1. Là aussi, vous voyez que la dérivée des vecteurs EX1, EY1 et EZ1 par rapport à R1, par rapport au temps, est nulle. C'est pour cela qu'il ne se figure pas ici. Et l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de points coïncidents P par rapport à R. Donc j'aurai donc gamma E de R1 par rapport à R est égal à gamma E de M est égal gamma R de P. C'est la vitesse absolue du point coïncident. Son expression est gamma E de R1 par rapport à R est égal à D2 de OO1 sur DT2 plus D de oméga de R1 par rapport à R sur DT vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 par rapport à R vectoriel ER1. Ça, c'est la vitesse d'entraînement, l'accélération d'entraînement. Accélération complémentaire. Pourquoi on l'appelle accélération complémentaire? C'est parce que elle complète l'expression de l'accélération absolue, elle complète l'accélération relative et l'accélération d'entraînement pour avoir l'accélération absolue. Gamma C de R1 par rapport à R est égal à 2 oméga
c'est-à-dire le vecteur vitesse rotationnelle. R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse relative de point M par rapport à R1. Et on passe tout simplement à accélération absolue, gamma R de M. C'est l'accélération de point matériel M par rapport au référentiel fixe R. Son expression, elle est donnée tout simplement par gamma A de absolu A est égal gamma de M par rapport à R est égal D de la vitesse absolue de point M par rapport à R est égal D de VR sur VR de M sur DT dans R plus D de VE de R1 dans R. Donc, ça fait donc D de VR sur DT dans R est égal D de VR sur DT dans R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel VR1 de M. Et ensuite, on a donc D de VA sur DT est égal D2 de OO1 sur DT2 dans R plus D de oméga R1 par rapport à R vectoriel O1M sur DT dans R. Donc, vous obtenez la dérivée seconde de OO1 par rapport au temps dans R plus D de oméga de R1 sur DT vectoriel O1M plus oméga vectoriel D de O1M sur DT dans R1 plus oméga vectoriel O1M. Soit, donc, on obtient tout simplement que l'accélération relative est égale à D de VR de M sur DT, c'est l'accélération relative, plus D2 de OO1 sur DT2, plus oméga de R1 par rapport à R, par rapport au temps vectoriel O1M, plus oméga vectoriel O1M, plus 2 oméga de R1 par rapport à R vectoriel VR de M. Donc, il y a un calcul. Vous devrez donc refaire ce calcul. Vous avez le résultat, mais vous pouvez l'obtenir facilement. Alors, loi de composition des accélérations, d'après les relations 2,39, 2,40, 2,41 et 2,42, nous en déduisons tout simplement que l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis ou bien l'accélération complémentaire. C'est la loi de composition des accélérations. Voilà de quoi que c'est. Donc, je vous remercie. Nous avons donc achevé toute la partie cinématique et nous allons voir après donc la partie dynamique. Nous allons commencer la partie dynamique. Donc, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de bien préparer votre cours avant de regarder la séance donc vidéo. Merci.